Laure Darcos, on va regarder ensemble les unes de la presse régionale pour commencer. D'abord la une de Var Matin. Et cette question, quelle justice pour les mineurs? La proposition de loi Gabriel Attal pour durcir les peines contre les jeunes mineurs dont l'examen a commencé hier soir divise, on l'a vu dans le journal. La deuxième une, c'est celle du Courrier Picard. Il veut lutter contre les mariages irréguliers. C'est votre collègue sénateur centriste Stéphane Demilly et sa proposition de loi qui vise à s'opposer au mariage avec des étrangers en situation irrégulière et à protéger les mères. Vous allez l'examiner au Sénat la semaine prochaine en séance. Et puis la dernière une, c'est celle du Berry républicain. Désert médical, la preuve par les chiffres, nombre de médecins généralistes et spécialistes en chute libre, vieillissement des effectifs. Des députés ont déposé une proposition de loi pour tenter d'inverser la tendance. Quelle une choisissez-vous ? Ouais, les trois sont majeurs, mais je vais prendre la justice pour les mineurs, parce que c'est en effet, malheureusement, plus que d'actualité. Et l'examen de ce texte qui a commencé hier à l'Assemblée, vous allez l'examiner, vous, au Sénat fin mars. Comparution immédiate, sanctions pour les parents, remise en cause, dans certains cas, de l'excuse de minorité. Est-ce que c'est un texte que vous allez voter ? Écoutez, pour l'instant, on n'en a pas parlé, mais au vu de l'esprit de notre majorité sénatoriale, je pense que oui. Mais attention de pas faire trop de raccourcis. Moi, j'ai été plusieurs fois voir justement les bâtiments pour mineurs à Fleury-Mérogis notamment, etc. C'est jamais très très simple. J'ai visité un centre de PJJ. Pas plus tard que la semaine dernière. Donc il y a un gros travail qui est fait sur cette justice pour les mineurs. Mais je pense sincèrement, vous savez, c'est comme un petit enfant qui aurait fait une grosse bêtise, à qui on va taper sur la main tout de suite pour lui montrer qu'il vient de faire sa bêtise. C'est exactement pareil pour les mineurs. Je pense que la durée, en général, avant la comparution, est telle que nos jeunes qui ont perdu complètement leur repère ne savent plus en fait pourquoi et quel est le degré de violence ou de mal qu'ils ont pu commettre. Et donc pour moi la comparution immédiate est très importante, comme la punition doit être immédiate également. On parlait de sanctions aux parents, mais j'apprécie aussi ce qui a été apporté à l'Assemblée hier sur l'éducation aussi, l'aide à l'éducation aux parents. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, moi je l'ai vu au moment des violences des banlieues, vous savez, il y a maintenant pratiquement 1 an et demi. Il y a beaucoup de parents, et surtout des mères isolées, qui sont complètement dépassées par ces jeunes-là. Mais ce qui est le plus frappant, c'est le fait que les mineurs sont de plus en plus jeunes. Et c'est pour ça que je pense qu'en effet, il faut qu'on puisse arriver à reparler, réformer cette justice pour mineurs, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, ce sont des gamins qui ont entre 13 et 14 ans, c'était pas comme ça avant. Et donc ceux-là aussi, il faut qu'on puisse les traiter. Et on peut pas les laisser en dessous des radars, parce que sinon ils recommenceront. Alors il y a le texte de Gabriel Attal et puis il y a les propositions de Gérald Darmanin qui va introduire quand le texte arrivera au Sénat, donc que vous aurez à voter, notamment l'utilisation de bracelets électroniques pour les 16-18 ans ou encore introduire une forme de jury populaire dans le tribunal pour enfants. Est-ce que ça, vous y êtes favorable ? Pourquoi pas un jury populaire j'allais dire avec le regard peut-être d'autres parents. En fait, ça peut être très intéressant. Et après, oui, le bracelet. Alors bon. Je vais vous dire que je préférais qu'on en ait assez déjà pour les violences intrafamiliales et violences conjugales, ce qui est déjà pas le cas dans certaines juridictions. Donc, si on a suffisamment de bracelets, pourquoi pas ? Enfin, c'est un peu ironique ce que je dis, mais en tout cas, qu'il soit en effet vraiment plus regarder, plus surveiller, bien évidemment, c'est important. Et puis, on va en reparler, mais je pense qu'il y a aussi un problème de santé mentale de nos jeunes. Enfin, donc, ça veut dire aussi peut-être essayer d'avoir dans les établissements scolaires, dans la cité, plus de médecins et de psys qui regardent aussi ce qui se passe dans la tête de ces jeunes pour qui la violence n'a plus aucun sens. Voilà. On va en reparler puisque ce sera l'actualité dans votre département de l'Essonne, évidemment, très touché par le meurtre de la petite Louise. On en parle dans quelques minutes. Un mot sur l'actualité hier au Parlement. François Bayrou qui a donc échappé à une nouvelle motion de censure. Le budget de la sécurité sociale est donc considéré comme adopté. Vous allez l'examiner à partir de la semaine prochaine. Mais est-ce que le gouvernement Bayrou, qui reste quand même fragile, on le voit, il dépend des choix du PS, des choix du Rassemblement national, est-ce qu'il est condamné à l'immobilisme ?
J'espère que non. On va le voir sur peut-être quelques textes, justement, sur sécurité, sur la justice. Ça peut être aussi une occasion pour faire passer certaines propositions de loi, puisque du coup, il y aura peut-être moins d'enjeux en projet. Mais moi, je vois dans le secteur de la culture, on va avoir quand même des sujets importants, revenir peut-être sur la holding pour l'audiovisuel public, les états généraux de l'information. Donc, j'espère qu'on va avoir des sujets qui vont peut-être pas être très grand public, mais qui vont être importants. Mais oui, je pense qu'ils seront toujours sur la sellette, avec cette odieuse impression d'être sous le joug d'une Marine Le Pen qui fait comme ça ou comme ça, comme dans un cirque romain. Mais c'est bien qu'on ait fait déjà qu'on ait voté. Je peux vous dire, c'est la première fois au moment où la commission mixte paritaire, enfin on a voté les conclusions sur le budget, il n'y a pas eu d'applaudissements. Parce qu'en fait, chacun, dans son domaine, n'était pas fier de ce qui avait été voté. Moi, j'oublierai jamais les arbitrages de dernière minute dans la nuit, dans chacun des domaines. J'étais rapporteur général sur la loi de programmation recherche. Vous receviez hier Pierre Ouzoulias. On n'a jamais vu une loi de programmation qui n'a plus que le mot de programmation, mais enfin vraiment ils ont cette fois-ci saqué notre budget recherche. Pareil pour mon domaine de la culture ou du sport, ça a été très compliqué. On le voit aujourd'hui, les auto-entrepreneurs nous envahissent de mails dans tout domaine sur le taux TVA. On n'est pas fiers du tout. Mais il le fallait, donc on l'a fait en responsabilité. On va parler de l'actualité du Sénat. Mardi, vous avez auditionné Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, sur sa feuille de route, sa vision de l'école. On va voir les temps forts de cette audition avec Lorraine Barrière. Bonjour Lorraine. Bonjour Oriane, bonjour Madame la Sénatrice. Bonjour. Et Lorraine, la ministre de l'Éducation nationale, était donc auditionnée par les sénateurs ce mardi. L'occasion pour elle de présenter son plan d'action. Action, réaction et ambition d'entrée de jeu. Elisabeth Borne a posé le cadre. On l'écoute. Mon ambition est à la fois simple et exigeante. Élever le niveau des élèves et garantir une réelle égalité des chances. L'élévation du niveau des élèves et des étudiants, la lutte contre l'autocensure, la promotion de l'égalité entre les filles et les garçons, l'excellence dans toutes les filières, qu'il s'agisse des filières générales, technologiques ou professionnelles, doivent guider notre action. Une action qu'elle souhaite collective, avec un travail de fond, avec les différents acteurs, les enseignants, les recteurs, les élus locaux pour atteindre des objectifs ambitieux. Et pour ce faire, la ministre de l'Éducation nationale n'a pas manqué de rappeler le maintien des 4000 postes d'enseignants. Un investissement, selon la ministre, qui doit permettre d'améliorer l'apprentissage des élèves. Alors, à la rentrée prochaine, le nombre d'enseignants sera constant, malgré la baisse d'élèves. Mais il y aura des centaines de classes qui pourraient donc fermer. Madame la sénatrice, je me tourne vers vous. Les comptes ne sont pas bons. En tout cas, si on en croit les enseignants et les parents d'élèves qui sont nombreux dans les rues en ce moment. Oui, tout à fait. Enfin, ça a toujours été un sujet extrêmement tendu. Pour venir juste sur l'approche générale d'Elisabeth Borne, elle a très conscience, moi c'est comme ça que j'ai ressenti, de l'instabilité qu'a vécu le ministère de l'Éducation nationale depuis 2 ans. Après avoir eu 5 ans Jean-Michel Blanquer, on a eu 6 ministres en 2 ans. Dont 4 en rien que l'année dernière. Et donc, on sent qu'elle est là pour rassurer, d'abord avec beaucoup d'humilité, en disant que c'est pas un domaine qu'elle connaissait au départ. Je vais avoir une approche, en effet, de travail collectif. Donc, elle est extrêmement... je dirais pas prudente, mais en tout cas avec une certaine gravité à vouloir vraiment essayer de durer, bien évidemment, mais aussi de remettre les choses à plat et d'écouter tout le monde. Alors elle arrive en effet à un moment où, il est vrai, il y a une baisse démographique très importante dans le premier degré, c'est-à-dire toute l'enseignement primaire, et notamment à Paris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de manifestations à Paris, des mobilisations, mais depuis le Covid... Madame Hidalgo ne pourra pas dire le contraire, mais Paris se vide. Nous, on récupère d'ailleurs les gens en grande couronne. Et avec la base démographique, il y a vraiment des classes qui sont quasiment vides. Après, bien évidemment, en taux d'encadrement, on souhaiterait que tous nos enfants aient des classes à 20 élèves. Simplement, il y a en même temps que cette baisse démographique, une crise des vocations absolument terrible. On parle des 4000 postes qui auraient été finalement pas abandonnés dans le budget.
on n'est même pas sûr de pouvoir remplir ces 4000 postes. Parce qu'il n'y aura peut-être pas assez de personnes pour concourir aux examens pour obtenir ces postes. Donc on est dans une crise majeure de ce secteur. Et donc, il faut bien faire avec. Mais c'est vrai, nous, j'ai pris l'exemple chez mon ami Claude Malhuret dans l'Allier. Tous les parlementaires ont fait un courrier pour dire qu'il y avait en effet fermeture de classe annoncée. J'en ai aussi dans l'Essonne. On se bat toujours aux côtés des professeurs, des parents et des maires contre ces fermetures de classe, parce qu'il y a une injustice criante que j'ai rappelée à la ministre, c'est que pour fermer une classe, il faut qu'il y ait 3 élèves en dessous du seuil imparti. Pour réouvrir une classe, c'est 12 élèves. Donc le gap est tellement plus important qu'en fait, à moins d'avoir un nouveau plan immobilier d'une vraie résidence et qu'on a 12 élèves d'un coup, en fait, on sait très bien qu'une classe en moins, surtout en milieu rural, c'est aussi peut-être chronique d'une mort annoncée de l'école. Mais du coup, elle vous a rassuré sur ce point? Elle a apporté les bonnes réponses ou pas? Alors, elle a dit qu'elle allait être un peu plus, qu'elle allait demander au recteur d'être un peu plus clémente, de regarder les choses, justement avec des projections sur 2 ou 3 ans, en fonction des projets immobiliers de chaque commune, pour voir si, en effet, c'est une année un peu blanche, un peu compliquée, et sur les 2-3 années qui suivent, ça ira mieux, mais on est toujours très inquiets. Lorraine, toujours concernant la rentrée en 2025, il y a de nouveaux outils mis à la disposition des enseignants et des élèves. Oui, quand l'intelligence artificielle s'invite à l'école. Alors de manière officielle, pas pour justement s'aider à faire les devoirs. Eh bien, Elisabeth Borne, elle a annoncé une série de mesures à ce sujet, notamment une formation en ligne pour les élèves de 4e et de seconde dès la rentrée prochaine. À la rentrée 2026, la ministre, elle espère mettre en place une IA, je cite, souveraine, ouverte, évolutive afin d'aider les enseignants à la préparation des cours, à l'évaluation ou encore à la correction des devoirs. Bonne ou mauvaise idée, Madame la sénatrice, peut-être de quoi pallier un manque de moyens? Oui. Et alors moi, pour rien vous cacher, je connais en effet j'ai un ami qui a développé déjà des algorithmes qui permettent en effet de préparer les cours. Pour les professeurs, ça serait quand même un gain de temps, bien évidemment avec leur patte personnelle. Et pareil pour les corrections. Parce que quand vous commencez à corriger des copies à 8h du matin et que vous terminez à 13h, vous n'avez pas le même degré de fatigue et d'attention en tant qu'humain pour corriger vos copies. Et donc l'IA permettrait d'avoir en tout cas exactement la même équité de regard sur le devoir en question en toute matière. Et puis après, le professeur aurait juste à y mettre sa patte personnelle et de revoir en fait la différence d'appréciation entre les copies. Donc moi je pense que c'est en tout cas dans ce domaine, autant sur la culture, je suis plus réservée et il faudra qu'on puisse, j'espère, examiner ça de près pour les droits d'auteur. Mais en tout cas, dans le milieu de l'éducation, je pense que ça peut vraiment faciliter grandement la tâche de nos élèves et de nos professeurs. Alors l'IA à l'école, d'accord, mais l'école pour tous, l'école inclusive, c'est aussi une priorité de la ministre, on l'écoute. Un effort inédit a été consenti pour recruter des AESH et pour améliorer leurs conditions de travail. 34 000 postes ont été créés depuis 2017 et 2000 seront à nouveau créés cette année. Et j'ai également demandé aux académies d'établir un plan de déploiement des pôles d'appui à la scolarité qui sont expérimentés depuis la dernière rentrée dans 4 départements et d'augmenter la capacité des dispositifs Ulysse. Alors l'éducation nationale se donne-t-elle vraiment les moyens de ses ambitions quand on compare par exemple avec ce qui se fait en Italie? 100% des élèves handicapés sont dans des classes ordinaires. On est loin du compte en France. On est très très loin du compte. Et du coup, c'est vrai que certains parents abdiquent d'une certaine manière en disant que leurs enfants ont des handicaps qui ne sont pas adaptés pour l'école ordinaire et préfèrent à ce moment-là les laisser dans des instituts médico-éducatifs où il y a un manque criant de place. Donc certains se retrouvent, moi je vous dis, j'ai une classe où on m'a dit qu'il y a des enfants qu'on appelle les enfants du couloir, parce que ce sont les enfants autistes qui auraient vraiment besoin d'un soin particulier et qui ne tiennent pas en classe, assis en classe, qui n'ont pas de place en IME. Et donc, appeler ça les enfants du couloir, je trouve ça juste terrible. Donc, non, on en est loin. Mais ça passe aussi par, et je le dis souvent,
cette valorisation en fait du statut de ces aides à la vie scolaire, mais qu'on appelle maintenant AESH, hein, qui sont ces personnes qui aident ces enfants atteints de handicap. Ils sont encore trop peu nombreux, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas un salaire très valorisant. Ils n'ont en général pas des temps complets. C'est pour ça que mon collègue Cédric Vial avait demandé à ce qu'on puisse revenir sur que le temps méridien de la cantine puisse être réglé aussi par l'État pour que ces personnes aient des contrats complets via l'éducation nationale. Qui a été accordé. Et il y a 2000 postes en plus dans le budget. Et maintenant, voilà, il y a un poste. C'est pas encore assez suffisant. Bon, on a fait quand même d'énormes progrès. Enfin, il faut voir d'où on est parti. Même depuis que je suis sénatrice, depuis 2017, il y a des progrès énormes. Mais en effet, quand on voit d'autres pays, on a encore une grande marge à faire. C'est ce qu'on a fait aussi comme constat en fêtant les 20 ans de la loi Chirac. Et donc, c'était aussi pour avoir un regard sur ce qui a été fait, mais encore tout ce qui reste à faire dans tout domaine. Alors, toutes ces actions, la ministre de l'Éducation nationale veut les inscrire dans un temps long. Oui. Je cite, elle condamne aussi la succession de ces réformes, ce manque de lisibilité. C'est une ambition aussi partagée par les sénateurs. Bien sûr, c'est ce que je disais au départ. Je pense qu'elle a très conscience qu'il y a une instabilité avec vraiment, enfin, je veux dire, ce qui a été rare ici, hein, aussi, d'avoir des contradictions d'annonces d'un ministre à l'autre en quelques mois. Donc, vous imaginez, pour ce mammouth qui est déjà compliqué à bouger, ça a été très difficile. Donc, je pense qu'elle a très conscience de ça. Lorraine, une dernière question sur un programme qui a fait polémique. Hein. Oui, en effet, ce programme d'éducation à la vie affective et sexuelle qui sera donc effectif dès la rentrée prochaine. Une priorité, en tout cas, c'est ce que nous dit la ministre. Il y a urgence, notamment face à la surconsommation de contenu pornographique, les violences sexuelles qui se multiplient chez les jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Madame la sénatrice ? Moi, j'ai fait partie de celles qui avaient vraiment poussé à ce qu'on ait un programme plus effectif, bien évidemment totalement adapté à l'âge de chaque enfant. Il y a des associations qui hurlent et qui véhiculent des mensonges sur le fait qu'on apprendrait la sodomie à des enfants de 10 ans. Enfin, faut arrêter. Quand on avait fait notre enquête sur l'enfer du porno et qu'on s'était rendu compte qu'un enfant sur deux de moins de 14 ans aura vu un film porno hard dans sa vie, c'est quand même juste terrible au moment où ils sont en train de se construire sexuellement, affectivement, de se dire qu'ils vont avoir cette image-là. Le problème, c'est qu'en effet, ça devrait être aux parents d'éduquer les enfants et de pouvoir leur parler de ça. L'éducation nationale, c'est de l'instruction pédagogique, ça n'est pas de l'éducation à proprement parler, et encore moins d'éducation sexuelle. Mais comme les parents ne le font pas, dans tout milieu, hein, dans toute religion, beaucoup de parents ne parlent pas de ces sujets-là. Il faut que l'éducation s'en saisisse. Après, je pense vraiment qu'il faut regarder avec attention les apprentissages par rapport aux âges. Mais déjà, le respect de son corps et vraiment très très vite parler du consentement et du non à des enfants même très jeunes, je pense que c'est une question de survie pour cette génération. Merci Lorraine. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Évidemment, à tout à l'heure. Allez, on va parler de Bruno Retailleau ensemble tout à l'heure. On va voir l'actualité dans votre département de l'Essonne. Évidemment, Laure Darcos avec nos partenaires de la presse régionale. On retrouve Teddy Vory. Bonjour Teddy, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Et à la une de votre journal, évidemment, Teddy, c'est ce drame qui a choqué votre département, mais la France entière, c'est le meurtre de la petite Louise. Oui, bonjour Oriane, bonjour Laure Darcos. Oui, effectivement, c'est quelque chose de terrible qui s'est passé. On a passé par tout un tas d'émotions depuis vendredi, la disparition de Louise, voilà, la découverte de son corps et ensuite voilà, les différents rebondissements sur les investigations. J'imagine, Madame la sénatrice, qu'au-delà des faits, il y a peut-être entre guillemets, un soulagement à voir la qualité des investigations menées et le fait que, voilà, ça y est, le suspect principal qui a avoué a été interpellé par la police et est sous les verrous et les enfants sont en sécurité. Oui, Teddy, bonjour. Oui, bien évidemment, comme vous l'avez dit, on est passé par toutes les émotions et... Vraiment, je voudrais saluer en effet le travail, bien sûr, des enquêteurs et du procureur
vraiment que j'ai salué par un petit SMS hier soir, parce que en plus, il a tout fait pour que le corps soit rendu aux parents très vite pour une inhumation vraiment dans l'intimité. D'ailleurs, les parents ne veulent absolument aucune récupération politique. C'est pour ça que j'avais vu avec Gérard Larcher hier pour qu'il fasse un hommage, mais il aurait fait de toute façon comme il l'avait fait pour la petite Philippine, au nom de tous les sénateurs de l'Essonne, pour qu'on n'ait pas à parler après pour récupérer ça. C'est pas du tout l'enjeu. Mais au-delà de l'enquête, le travail remarquable aussi et des deux maires, d'Épinay-sur-Orge et surtout de mon ami le maire de Longjumeau, et de l'équipe éducative, et que ce soit du conseil départemental via le collège et la direction académique, pour en effet mettre en place des cellules psychologiques, parce que ça a été un drame, un traumatisme total. Tant qu'on n'avait pas l'assassin sous le verrou, on se disait c'est peut-être un maniaque qui rôde dans le quartier. Donc vous imaginez la rentrée du lundi matin. Les parents et les jeunes étaient absolument horrifiés à l'idée de devoir aller au collège. Et donc, ça a été d'une ampleur folle. C'est-à-dire que plus de 300 enfants ont pu être pris en charge le lundi matin par des cellules psychologiques. Et donc, voilà, il y a eu cette cohésion vraiment de territoire pour essayer d'accompagner, au-delà bien sûr de la famille de la petite Louise, et j'y pense bien évidemment tous les jours, l'ensemble de ces deux communes et de gens qui ont dû croiser cet assassin, qui ont dû connaître cette Louise, petite Louise qui était là malheureusement au mauvais endroit, au mauvais moment. On pense tous, en tant que parents, au fait que ça aurait pu arriver à nos propres enfants. C'est juste terrible. Et a priori, pour un mauvais jeu vidéo qui aurait mal tourné, et de ce que j'ai appris, compris, vraiment, mais il l'a massacré. Enfin, c'est terrible. Enfin, oui, c'est ce qu'a expliqué le procureur hier soir. Un dernier mot, Teddy. Oui, malheureusement, notre département fait souvent les sujets nationaux en raison des problèmes de violence. Bon, on a les rixes qu'on connaît, mais là, vous venez de le dire, Madame la sénatrice, vraisemblablement pour une absence de motif, voilà, cette pauvre petite a été tuée. Ça pose quand même la gestion, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des enjeux de santé mentale. Voilà, la déscolarisation, l'isolement, le déclin de la gestion émotionnelle. Il n'y a pas un échec collectif sur ces sujets aujourd'hui dans notre société, d'une manière plus large? Oui, un échec collectif, c'est un constat un peu dur, mais en tout cas, le fait qu'en effet les moyens n'y sont pas. Mais enfin, on parle de santé mentale. Ce jeune, jusqu'à il y a deux mois, je crois, a été scolarisé dans une formation. Donc, c'est vrai que ces comportements, il faut les déceler beaucoup plus tôt. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que cette santé mentale des jeunes, elle se dégrade beaucoup depuis le Covid. Ceux qui allaient bien vont mal, et ceux qui allaient mal vont très mal. Mais je pense que ça se détecte aussi beaucoup plus tôt. Et vraiment, enfin moi, j'en ai reparlé avec la ministre Borne. Je vous dis, il y a une crise criante des médecins scolaires et de nos pédopsychiatres, qui fait qu'en effet, on a peut-être une société en ébullition et avec des drames comme celui qu'on vient de vivre à répétition, avec des gens qui sont très instables. Merci beaucoup, merci Teddy d'avoir été avec nous. La une du Républicain de l'Essonne, c'est Louise. Louise, on ne t'oubliera pas, c'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Teddy Vaury d'avoir été avec nous. Un dernier mot sur une actu un peu plus politique, puisqu'on a appris hier que Bruno Retailleau était donc candidat à la présidence des Républicains. Est-ce que ça vous donne envie de retourner dans votre ancienne famille politique? Non, mais vous savez, c'est pas parce que je ne suis plus au groupe des Républicains. D'abord, j'y ai encore beaucoup d'amis. J'ai eu une déception personnelle, politique après 20 ans de fidélité. Donc voilà, je ne reviendrai pas dessus, en tout cas sur l'appartenance en tant que telle du parti. Mais en effet, il y a un phénomène Retailleau qui est très fort. Moi, je l'ai vu pendant ma tournée un peu marathon des vœux en janvier, ou même depuis son annonce de sa candidature, des gens qui m'appellent en disant voilà, j'avais quitté les LR, je vais reprendre ma carte pour voter pour lui. Bon, j'aurais presque un conseil à donner à Laurent Wauquiez de peut-être pas se présenter, parce que je pense qu'en tout cas, aujourd'hui... Le match est plié pour vous?
Oui, je pense que, en tout cas, vu comme ça sur le papier, parce que je connais vraiment Bruno depuis longtemps, Bruno Retailleau, et je le sens vraiment extrêmement heureux et épanoui à ce poste. Il était fait pour ça. Le ministère de l'Intérieur, à mon avis, l'attendait. Et donc, du coup, je pense que, voilà, il est en tête des codes de popularité. On ne sait jamais combien de temps ça peut durer. Donc, en tout cas, c'est son moment, j'allais dire, pour la présidence des LR. Après, Pour la suite, c'est toujours Édouard Philippe. Pour la suite... pour moi, voilà, Édouard Philippe ou Xavier Bertrand, mais Édouard Philippe en position et que les autres après se rassemblent. De toute façon, sans parler de primaire, parce que je n'y suis pas pour, je pense qu'il faudra en effet que même s'ils sont tous sur la ligne de départ maintenant, il faudra qu'ils arrivent à se rassembler face à Marine Le Pen. Merci beaucoup Laure Darcos, merci d'avoir été avec nous. Votre interview, elle est retrouvée en podcast sur notre site internet et toutes les plateformes d'écoute. On va revenir dans 20 minutes sur la candidature de Bruno Retailleau et on va aussi en parler avec Sophie Primas, qui est chez les LR et qui est porte-parole du gouvernement. On l'accueille tout de suite.